Bonjour, je suis Taïboun Safa, votre collègue en S6 droit privé. Tout d'abord, je tiens à remercier notre cher professeur pour cette opportunité et ravi de vous retrouver derrière cette fenêtre pour vous présenter un exposé sur la compétence territoriale en procédure civile. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction sur la procédure civile, dans laquelle on va voir les principales théories fondant la matière, avant d'attaquer le vif de notre sujet, celui des règles de la compétence territoriale, qui sera répartie en principe et exception, le sujet bien sûr. Et enfin, une conclusion. D'abord, le sens étymologique du terme procédure civile renvoie à la notion de civilité. Selon Carbonnier, c'est le devoir de vivre ensemble au quotidien sans heurts. Comme son nom l'indique, la procédure civile est une matière procédurière. D'après la définition du dictionnaire du vocabulaire juridique, c'est un ensemble des règles régissant les procédures devant les juridictions judiciaires, à l'exclusion de celles suivies devant les juridictions répressives. Donc c'est tout à fait logique parce que les juridictions répressives sont compétentes, comme vous savez tous, dans les affaires pénales et tout ce qui est infraction. C'est pour ça qu'il y a de la procédure pénale. À ce sujet, on peut rajouter les affaires militaires qui sont aussi exclues du domaine civil. Finalement, on peut dire que la procédure civile, c'est la branche du droit qui concerne les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un procès civil, et ce pour obtenir la résolution des conflits nés dans la société. Donc, c'est une discipline en soi extrêmement technique, extrêmement rigoureuse, et ce pour des raisons de protection des droits de justiciable et pour garantir son effectivité. Maintenant, je me permets de vous assurer que la manière la plus efficace pour ne pas se perdre en procédure civile, c'est d'essayer en fait de se replacer dans un contexte général. C'est justement le fait de savoir à quel niveau de la procédure on est. Et c'est d'ailleurs la logique du code de la procédure civile qui suit une certaine trame, il est construit d'une certaine manière qui permet de suivre le fil directeur de la pensée pour ne pas se perdre. Le code de la procédure civile est construit d'une manière particulière. Il commence par les principes directeurs du procès. Ensuite, il parle des règles générales devant toutes les juridictions et à toutes les instances. Et enfin, des règles particulières à chaque juridiction. Finalement, pour maîtriser la procédure civile, il suffit de suivre la construction du code, puisqu'il s'enchaîne d'une manière très logique, comme déjà dit, et en plus, c'est de prendre de la hauteur et de savoir à quel niveau vous êtes. Il s'agit bien entendu de l'organisation judiciaire du royaume. Les principales théories fondant la procédure civile. On commence par la théorie de l'action. Comme vous savez déjà, il y a beaucoup de choses sur l'action en justice parce que finalement, pour agir en justice, il faut être titulaire d'une action et que cette action existe et qu'on puisse l'exercer. Donc, c'est tout ce qui est conditions d'existence et d'exercice, le droit d'agir, les demandes, etc., etc. La deuxième thématique à maîtriser, c'est justement la question de la compétence juridictionnelle, sujet de notre exposé, parce que c'est essentiel de savoir avant même d'aller devant une juridiction quelle est la juridiction compétente. Cette compétence va dépendre à la fois de la compétence matérielle ou la compétence d'attribution et de la compétence territoriale, sujet par la suite. En termes de compétence d'attribution, on va se poser la question en fonction de la nature du litige, c'est tel ou tel tribunal qui sera compétent. En revanche, la question territoriale, elle concerne surtout la distribution géographique des tribunaux. Qui est le tribunal apte de trancher dans l'affaire? C'est bien en fonction du lieu de litige. On verra ça par la suite. La troisième thématique,
c'est la théorie de l'instant. C'est tout ce qui est notification, audience, jugement et exécution, etc. Donc, on va attaquer les règles de compétence territoriale. Tout d'abord, la question qui se pose, c'est parmi tous les tribunaux de la même catégorie, quel est celui qui devra juger l'affaire? D'abord, qu'est-ce qu'on entend dire par compétence territoriale? La compétence, c'est l'aptitude d'une juridiction à statuer sur un litige déterminé. Territorial, c'est le rattachement d'un litige au ressort d'un tribunal. Alors, au niveau des juridictions pénales, ce qui compte, c'est le lieu de l'infraction. C'est le lieu où l'infraction a été commise. Or, pour les juridictions civiles, question de notre exposé, on devra se référer au Code de la procédure civile. Dans son chapitre 3 du CPC, le législateur commence par énoncer le principe de la compétence territoriale avant d'énumérer un certain nombre d'exceptions. Donc, il serait convenable de s'intéresser au principe grand A avant d'attaquer les dérogations grand B. Principe de la compétence territoriale. L'article 27 du Code de la procédure civile dispose: la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur, ou de l'un d'eux, s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. Quand vous remarquez, il sera utile de bien maîtriser les termes soulignés pour bien déterminer le tribunal compétent pour statuer dans un litige donné. D'après l'article 27 du CPC, le tribunal compétent est celui sur le lieu du domicile du défendeur. Donc, c'est le principe. D'abord, cette disposition se justifie par le fait que le demandeur, prenant l'initiative d'attaquer le défendeur comme une sorte de troubler le défendeur. Par conséquent, la personne attaquée bénéficie d'un avantage, entre guillemets, si on ose dire. Autrement dit, la loi lui procure le plein droit d'exercice de son droit de la défense sans devoir se déplacer. Donc le demandeur doit donc l'assigner devant la juridiction du lieu où il demeure. Au niveau du domicile, le législateur parle tantôt du domicile réel et du domicile élu, et tantôt du domicile en cas de la personne physique et du domicile en cas de la personne morale. Le domicile réel est défini dans l'article 519 du CPC comme le lieu où la personne physique habite officiellement avec sa famille et où le lieu où l'individu possède sa fortune. Toutefois, et si le lieu d'habitation et le centre de ses affaires sont différents, la loi prévoit des aménagements particuliers pour chacun. Pour ce qui est des sociétés personnes morales, le domicile est au lieu où se trouve son siège. Et c'est selon l'article 522 qui dispose, sauf disposition légale contraire, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social. Maintenant, pour le domicile élu, l'article 524 définit c'est quoi d'abord l'élection du domicile. Déjà, l'élection du domicile, c'est une déclaration par laquelle un plaideur fait choisir un lieu autre que son domicile officiel pour des besoins d'une procédure. Pour le même article 524, le législateur fait prévaloir le domicile élu sur le domicile réel et légal. Enfin, l'élection du domicile peut être soit conventionnelle, soit légale. Conventionnelle quand elle est fixée par le contrat conclu entre les parties, alors que l'élection du domicile légal quand elle est imposée par la loi. Selon l'article 521, c'est le cas de certaines personnes comme les incapables et les fonctionnaires publics. Ou chez un mandataire constitué. Par exemple,
La constitution d'un avocat par une partie à un procès vaut élection du domicile au cabinet de celui-ci. En plus du domicile réel et du domicile élu, l'article 27 du CPC a conféré compétence au tribunal de première instance de la résidence du défendeur. L'article 520 l'a défini comme le lieu où la personne se trouve effectivement, à un moment déterminé. Autrement dit, un rapport de fait entre la personne et le lieu où il réside. C'est en fait l'état dans lequel se trouve une personne sans un rapport de droit déterminé. C'est le cas du domicile. Exemple, une personne qui loge provisoirement sur un hôtel pour les besoins de sa profession. Maintenant, dans le cas d'un défendeur sans domicile ni résidence, la loi laisse le soin au demandeur de choisir le tribunal ressortissant de son domicile ou de l'un des demandeurs si on a plusieurs. Finalement, pour le cas de plusieurs défendeurs avec un même objet de litige, bien entendu, le demandeur peut choisir le lieu où demeure l'un d'eux, et cela d'après l'alinéa 4 de l'article 27 du CPC, qui prévoit s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. B. Exception au principe de la compétence territoriale. Le Code de la procédure civile prévoit des dispositions qui précisent le principe régissant cette matière et aussi les exceptions y afférentes. Sous cet angle, le législateur prévoit des dérogations obligatoires écartant la demeure du défendeur d'une part et des dérogations options d'autre part. Pour les dérogations obligatoires, il convient de mentionner les principales hypothèses dans lesquelles la loi détermine de façon impérative le tribunal territorialement compétent en dérogeant au principe du lieu du domicile du défendeur. En matière immobilière, c'est le tribunal du lieu de l'immeuble litigieux. En matière des travaux publics, c'est le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés. En matière des contrats dont une personne publique est partie, c'est-à-dire l'État, c'est le tribunal du lieu de la conclusion du contrat. En matière d'impôt, c'est le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est due. En matière de succession, c'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Enfin, en matière de société, c'est le tribunal du lieu du siège social, comme déjà vu en matière de domicile pour le cas d'une personne morale. Enfin, pour les dérogations options, le même article 28 du CPC détermine les cas afférents aux simples options comme suit. On trouve toujours le principe ou l'option donnée par le législateur. Donc, en matière mixte, ce sont les matières portant à la fois la contestation d'un droit réel et d'un droit personnel. C'est le tribunal du lieu de domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur. La même chose pour les matières de pension alimentaire. Et en matière de réparation de dommages, c'est le tribunal du lieu du dommage ou le domicile du défendeur. En matière commerciale, c'est le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou le lieu de l'exécution prévue. En matière d'assurance, c'est le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de l'assuré ou le tribunal du lieu du dommage, à moins qu'il s'agisse d'un immeuble ou meuble par nature. Dans ce cas, c'est le tribunal de la situation des biens assurés, comme déjà vu en cas de dérogation obligatoire. Finalement, il convient de signaler que le législateur a mis en place des règles assurant la sanction à l'inobservation des règles de compétence, ce qu'on appelle l'exception d'incompétence. Ceci dit, si la juridiction de premier degré saisie n'est pas la juridiction compétente pour trancher le litige, le plaideur peut demander à celle-ci de se dessaisir, c'est-à-dire soulever l'exception d'incompétence. Lorsqu'il s'agit de l'incompétence territoriale, le défendeur au procès peut la soulever et dans certains cas, c'est le juge qui peut la relever lui-même. Enfin, toute exception d'incompétence doit être soulevée par les parties in limine litis, c'est-à-dire au tout début du procès, et ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Merci de votre attention et je vous souhaite un très bon courage.